Je voudrais quand même faire un zoom sur le consentement, parce que c'est quand même aujourd'hui un point important. Le consentement, la recherche, le principe. Alors j'ai ce cas qui m'est souvent posé. Voilà, vous savez, vous avez les CV, on reçoit des CV de personnes. Normalement, on ne doit pas les garder plus de 2 ans. Et on doit les détruire. Ça, c'est les règles. Alors la question, elle est de dire, mais qu'est-ce que je fais au bout de 2 ans? Est-ce que je demande à la personne, si vous voulez, leur consentement? Est-ce que quand j'ai gardé ça, est-ce que je dois, s'ils ne m'ont pas donné leur consentement, on peut les garder jusqu'à 2 ans, mais la question, c'est de savoir, j'ai reçu le candidat, il ne m'a pas intéressé. Alors, est-ce que je garde ou pas le CV? Alors, soit je lui dis, écoutez, je voudrais le garder en tant que de besoin, je vais le garder 2 ans, et puis mais au bout de 2 ans, il y a aussi l'obligation de mise à jour. Le CV, vous ne pouvez pas le garder indéfiniment. Moi, j'étais hier dans une entreprise où justement leur problème, c'est qu'ils ont besoin de garder les CV parce que c'est tellement rare des candidats là-dessus qu'on veut les garder. Mais là, les gens n'ont pas. Donc il faut retrouver le consentement, comment on fait, etc. Donc le consentement, on nous dit le règlement, c'est un acte express qui doit être positif. Donc je vous l'ai dit, le silence ne vaut pas consentement. Il doit être éclairé, c'est-à-dire on doit lui dire pourquoi on le fait et pour quelle raison. Il faut faire attention à la personne qui dit « Ah, mais je ne savais pas ou je n'avais pas compris ». Attention. Vous devez les exceptions, alors il est important, le respect d'une obligation légale, la sauvegarde de la vie, la mission de service public, l'exécution du contrat, la réalisation de l'intérêt légitime. C'est-à-dire que, hors ces cas, vous ne pouvez pas avoir, il faut que vous ayez ce consentement express. Alors là, je peux vous dire une chose, il y a du boulot à faire. Vous pouvez vous amuser, il y a du boulot à faire. Là, il y a vraiment des chantiers à mener. Bon, vous avez le texte, l'article 4. J'ai fait un peu le poids, mais c'est pour résumer, un consentement par finalité. Les collectes opt-out ou opt-in passif, cases précochées, sont interdites par le règlement. La collecte opt-in, oui, elle est recommandée. Et puis ensuite, il y a un nouveau paramétrage en main, c'est le retrait du consentement. Avec la notion de portabilité, la personne doit pouvoir aussi sortir et vous devez préparer ces cases. Donc par rapport aux mentions qu'il y avait, article 32, vous savez que vous avez en bas de vos formulaires, il faut se poser la question de savoir si vous ne faites pas une nouvelle case pour partir. Autre point là-dessus, sur le privacy by design, je vous ai mis les points, ses conséquences, on le retrouve. Protection de la vie privée dès la conception et un paramétrage par défaut. Et vous avez à mettre en place un haut niveau de sécurité, une minimisation de la connect, une pseudonymisation, une anonymisation, et visibilité et transparence des informations. La durée de conservation, alors là c'est un point, on veut vous taper dessus, on fait ce qu'on veut là-dessus. Vous avez vu, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 1 mois, il y a 3 ans, et à partir de quand, et comment on fait, etc. Donc là il y a tout un chantier, rien que ça, il y a 3 mois de boulot. Mais bon, ça dépend de la taille de l'entreprise et puis le volume de ces données. Je vous ai mis aussi les mesures de sécurité. Alors là aussi, c'est un point important. Alors ça, je voudrais attirer votre attention, c'est important. Un des grands ajouts du règlement, c'est d'avoir créé un nouveau pilier qui était le pilier de la sécurité. Je vous rappelle que dans l'ancienne loi informatique et liberté, le responsable de traitement devait prendre les précautions utiles. On était dans une obligation de moyens. Là, on arrive dans une obligation de résultat. Regardez, le traitement doit garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel. Vous comprenez pourquoi le DPO, il y en a beaucoup qui hésitent à devenir DPO. Parce que si jamais c'était pas approprié, c'est quand même quelqu'un qui devait dire lesquels. L'article 5F, le traitement doit garantir une sécurité appropriée. Le 25, dès la conception et par défaut, c'est privacy by design. Les acteurs doivent mettre en place des... Alors c'est ça qui est terrible. Ils doivent, obligation de résultat, mettre en place des mesures techniques et organisationnelles adaptées au risque. Et vous devez les justifier. Et si jamais ça présente un risque élevé, une étude d'impact. Et enfin, vous avez un nouveau point, c'est la question des failles de sécurité. Jusqu'à présent, c'était réservé simplement aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès à Internet. Là, c'est toutes les entreprises qui, dans les 72 heures, doivent faire une déclaration auprès de la CNIL. Alors là aussi, donc cette notification, il faut la préparer. Il y a un plan de secours qu'il faut mettre en place. Et ce n'est pas au moment où vous allez avoir une attaque qu'il faut réagir. Parce que vous n'aurez jamais le temps. Donc ça se prépare déjà. Maintenant, vous devez avoir vos fichiers, vos notifications. Puis après, une vraie question. Quel est le rôle du DPO face à une faille de sécurité? Mes sous-traitants, ils doivent me garantir dans les 72 heures, dans les 24 heures, comment moi je fais par rapport à eux si eux, ils ont une faille de sécurité. Parce que moi, je suis par ricochet aussi dans l'histoire. Et ensuite, est-ce que c'est une faille de sécurité officielle ou officieuse? Et comment on fait? Est-ce que à partir de quand les 72 heures
commence. Puisque vous devez aussi à ce moment-là avoir notifié, mais avoir colmaté la brèche et éventuellement avertir vos clients. Donc c'est la triple peine. Vous êtes attaqué, vous ne pouvez plus travailler. Et en plus, vous avez un risque de sanction qui pourra être mis en place si jamais vous n'êtes pas vous ne le faites pas. Donc là aussi, c'est une mesure de gestion des risques qui est terriblement importante, qui jusqu'à présent était réservée au DSI, mais qui, du fait du contact avec l'autorité de régulation ou de l'ANSSI ou des services de police, revient entre les mains du service juridique. Parce que s'il y a une faille de sécurité, il faudra aussi porter une plainte. Ceux qui disent on ne va pas porter plainte à partir du moment où ça devient public, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donc ça veut dire que vous êtes faux. Enfin, vous voyez, hein, il y aura toujours... Donc il y a toute une stratégie aussi à faire ça, comment on fait, etc., les services et tout ça. Les mesures techniques, je vous l'ai mis parce que c'est quand même important, puisque j'étais avec des personnes juridiques ici présentes. Ça va pour la sécurité. Elles sont physiques et j'allais dire de sûreté, de sécurité. Les locaux, les postes de travail, le réseau local, les sauvegardes régulières et la pseudonymisation. D'une manière générale, quand on fait des stress data, en 4 heures, on passe tous les failles de sécurité. On crée une attaque et on pénètre dans une entreprise. Et il nous faut 1 heure si jamais vous êtes sur un site, si en plus l'entreprise a un site internet. Et que si on est dans l'entreprise, il nous faut 20 minutes si on a un portable. Et on sait tous les mots de passe de tout le monde. Hein, les mesures organisationnelles, élaborer les référentiels de sécurité, adopter les logiques de privacy management, mener des études d'impact, tenir un registre de failles sécurisées, harmoniser la sécurité auprès des partenaires et des sous-traitants, sensibiliser et former son personnel, nommer un RSI. Bon, ça fait partie de tous ces points qui sont là. Voilà. Le résumé, il serait présenté là. Donc, pour ceux qui veulent faire des photos, vous l'avez. C'est tout ce que j'ai dit résumé ici. Donc, vous voyez un petit peu tout cet impact et comment ça change la note. Et chacune de ces icônes, en fait, implique un vrai travail de la part du service juridique et une vraie information du service juridique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est plus confié. Il doit avoir, si vous voulez, accès et connaître en fait tous les process qui ont été mis en place. Alors, je ne sais plus comment je fais là. Allez, j'y vais. Bon, voilà, ça c'était les droits anciens. Hein, vous les connaissez tous, le droit à l'information, le droit à l'accès, le droit à l'opposition. Là, les nouveaux droits actuels, le droit à l'oubli pour des mineurs, le droit à la mort numérique, ça c'est typiquement français. Et il faut l'organiser, c'est un point qui est important. Vous avez également le droit à l'effacement. Ça vous le connaissez depuis l'affaire Google Spain, mais qui est un droit à l'effacement, mais on n'est pas allé jusqu'au bout puisque on n'a pas prévu le droit de suppression et donc il joue à 2 niveaux et puis il supporte quelques petites exceptions. Le droit à la limitation, point vraiment majeur, hein, et donc il faut que vous raisonniez là-dessus, c'est tout à fait nouveau. Le droit à la portabilité, alors c'est l'enjeu colossal, vous savez, c'est la possibilité, dès lors que vous avez une personne à donner ses données, de pouvoir les récupérer. Les données qu'elle a mises en place, qu'elle donnait, confiées, mais également les services que vous avez rendus dans le cadre de la mission qu'elle vous avait confiée. Alors là, c'est toute la question de l'enrichissement de vos bases, et ça, vous devez vraiment bien l'expliquer, bien l'inventorier. Ah ben non, vous pouvez le garder, ça c'est le savoir-faire de l'entreprise, mais justement, il va falloir bien le distinguer. Donc là, il y a un travail à faire avec vos conseils, avec de bien voir jusqu'où ça va et qu'est-ce qui est dans ce domaine. Et puis là, vous avez aussi les notifications. Vous aurez 1 mois pour répondre et vous avez le droit de dire non, mais il faudra motiver et dire pourquoi. Ça relève de l'enrichissement. Et puis après, il faut que ça soit vérifiable. Vous voyez, je vous avais dit que c'était très religieux. Les nouvelles obligations de conformité. Donc la mise en place d'un registre, la notification des failles de sécurité, dans certains cas des études d'impact, et puis la nomination d'un délégué à la protection des données. Je vais passer, si vous avez des questions, on le reverra. Le registre de sous-traitants, alors voilà les cas, aussi quand même. Donc le premier registre, c'est tout ce qui est dans l'activité de l'entreprise, le personnel, son activité, tout ce qu'elle a mis en place. Le deuxième, c'est celui avec ses sous-traitants. Ensuite, les noms et les coordonnées des responsables de traitement, les catégories de données, les transferts de données, les descriptions générales, donc ce qu'il faut prévoir.
Dans la tenue des registres, alors nous on a développé, alors moi je vais vous dire un truc, j'en pouvais plus, parce qu'il y avait tellement d'outils qui étaient mis en place sur le marché, etc. Et chaque fois j'arrivais et je leur disais, mais attendez, moi je vous apporte le référentiel, et on me disait, oui mais on va être propriétaire de vos référentiels. J'ai dit, mais non, je ne veux pas. Donc j'ai développé mon propre outil, et aujourd'hui quand on fait nos registres, on a nos propres outils qui s'appellent l'outil LegalFab, et qui est, bon, si vous avez des questions, je pourrais vous donner des réponses autour de ça. Faille de sécurité, donc là c'est ce que je vous ai rappelé sur les notifications, avec 2 types de notifications à la CNIL et puis aux personnes si jamais ça peut présenter un risque. La déclaration d'impact, bon, si, je vous répondrai tout à l'heure avec les questions parce que je dois accélérer. La désignation d'un DPO, alors j'ai fait un petit tableau qui était intéressant. Non, ça c'est pour l'étude d'impact. Oui, non, et comment ça marche? Une étude d'impact. C'est-à-dire que dès lors que vous avez des données qui sont sensibles ou qui présentent un risque élevé, vous devez, pour pouvoir mettre en place le traitement, faire une étude d'impact. Une fois que vous l'avez réalisée, vous l'envoyez à la CNIL et donc voilà, vous expliquez pourquoi en tant que traitement, vous avez besoin de collecter ce type de données. C'est très important. Alors, elles peuvent être déclaratives auprès de la CNIL, mais des fois, dans beaucoup de marchés, quand on est sous-traitant, on fait des études d'impact pour pouvoir remporter des marchés, montrer que l'on est dans une démarche privacy by design. C'est aussi une démarche qui est mise en place là-dessus. Bon, et puis la désignation d'un DPO, je n'ai pas de religion là-dessus pour savoir s'il doit être interne ou externe. En tout cas, il y a une fiche de poste à mettre en place. Il y a 3 points qui sont importants, nous dit les guidelines. Le DPO doit avoir des connaissances informatiques, le DPO doit avoir des connaissances juridiques, et ensuite, il ne doit pas être en conflit d'intérêts entre sa mission principale et la mission de DPO, ce qui fait que ça limite pas mal de points. Alors, ce que je fais, parce que dans les collectivités locales, on a beaucoup de... C'est souvent la direction juridique qui veut être DPO. Or, en fait, il y aurait un problème de conflit d'intérêts. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un contrat spécial dans lequel on reprend toutes les missions du DPO. Et on dit que dans ce cas-là, et pour cela, quand il fait sa mission, il est totalement autonome et indépendant. Et donc, donc on a mis en place des contrats quand l'entreprise veut avoir un DPO interne. Et en mettant un salarié qui s'est désigné et qui veut mettre la mission. Et là, on a vraiment un vrai jeu, ce qui permet de dire que, par exemple, chez Covea, le directeur juridique et DPO, à la Société Générale, c'est le RSSI, etc., etc. Vous avez des DRH qui sont dans certains endroits, alors qu'on pourrait, si on lit les guidelines, on pourrait se dire que ce n'est pas possible. Mais vous avez beaucoup de directeurs juridiques. On a aussi souvent une numéro 2 du service juridique qui devient DPO, ce qui est un vrai problème pour la numéro 1, qui voit à ce moment-là la numéro 2 assister au conseil d'administration, au comité, bon, puisque le DPO, il est directement en relation avec le responsable de traitement. Donc voilà, donc ça c'est des enjeux. J'ai fait un petit tableau qui permettait quand est-ce qu'on a le DPO ou quand est-ce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, je voudrais, voilà le DPO. Bon voilà, puis il y a bien entendu une mesure de sensibilisation, c'est important, qui vont vers la formation, mais on répondra après. Et attendez, j'avais juste pour montrer, là c'est le Serious Game qu'on a mis en place là-dessus. J'ai encore 2 minutes, je suis désolé. Hein. Bon, c'est pour vous. Hein. Alors, bon, je ne vais pas pouvoir. J'avais fait au-delà de ça, particulièrement, un point sur la direction juridique et la problématique des traitements. Et dans les directions juridiques et la problématique du traitement, vous avez tout ce qui sont les traitements contenant des infractions et des condamnations. Et ça va impliquer bien entendu une étude d'impact, donc c'est tout un enjeu particulier. Et donc ça je l'ai, il faudrait, c'est l'objet de faire une nouvelle matinale. Alors il y a des points que j'avais préparés, je ne vais pas avoir le temps parce que vous avez des témoignages. Voilà, voilà. Alors moi je voudrais simplement vous dire que finalement, et en conclusion, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué. Mais finalement, ça n'allait pas pour le service juridique, c'est pas compliqué. C'est simplement du temps à passer, puisque c'est beaucoup d'itérations. Avant, vous aviez l'habitude, quand vous faisiez vos déclarations CNIL, il fallait 2 heures pour les remplir. Ben là, maintenant, c'est un peu plus long. Il faut peut-être 4 heures pour faire chacune des fiches. Mais il faut bien le documenter et bien adosser la base légale. Bon, il y a des outils qui sont mis en place. Nous, on en a développé un. Je vous ai dit les critères qu'il y avait derrière ça. Donc, la mise en place du registre. Vous devez faire l'inventaire de vos traitements. Pour cela, l'outil le plus simple, c'est de demander un organigramme. Je suis toujours stupéfait de voir que quand je demande un organigramme à jour d'au moins 3 mois dans une entreprise, il me faut plus de 4 semaines ou 5 semaines pour qu'on me le communique.
C'est toujours... mais généralement, il y a ça. Il faut mener des interviews one-to-one avec la personne qui est responsable du poste, une ou deux personnes qui sont en charge, qui sont collaborateurs, et surtout les assistants. Les assistants, chercher les data IT, les IP Shadow et les Piper Shadow, et ensuite désigner ce DPO. Alors, je ne vous ai pas dit qu'en fait, on n'est pas obligé, il y a un seuil. Il y a le seuil des 250 salariés. Alors, je vois tous sourire, être soulagé, ça y est, j'échappe à ça. Ben non, parce que ça serait trop facile. Alors, le texte nous dit, c'est obligatoire dès lors qu'on a plus de 250 salariés ou que l'on est un organisme public. En revanche, pour les autres entreprises, il y a des dérogations qui sont les suivantes. Soit vous faites des traitements qui sont occasionnels. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné par le registre. Ce n'est pas du tout votre cas. Soit alors vous êtes sur des données de masse. Vous collectez des données de masse. Alors là, les données de masse, ça commence à partir de quand, hein? Un cabinet d'avocats qui a 100 clients, est-ce que ce n'est pas des données de masse? Un fournisseur qui a 1000 clients dans son fichier, est-ce que c'est des données de masse ou pas? Enfin, vous voyez, il y a un point à choisir là-dessus. Et également, si vous collectez des données sensibles, et il y en a quand même quelques-unes dans une entreprise, ou si jamais ça présente un risque élevé, alors vous êtes obligé de tenir un registre. Et enfin, c'est obligatoire aussi de désigner un DPO, sauf si on rentre dans les exceptions que j'ai dit avant. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Pendant qu'on installe le sondage, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Bonjour, Société Project People. Donc, nous sommes un cabinet de recrutement. Je suis RH, voici ma manager à côté de moi. Alors en fait nous existons au niveau mondial depuis une vingtaine d'années. Par contre le cabinet en France a été créé depuis 2017 et nous sommes 4 salariés en France. Dans ce cadre-là, 4 salariés seulement. Donc dans ce cadre-là, est-ce qu'en France nous devons désigner un DPO? Et quid de la tenue des registres? Dans la mesure où le RGPD c'est un règlement européen, le groupe en Angleterre doit-il centraliser et gérer, ou est-ce à nous de le faire spécifiquement en France? Tous vos fichiers, ils restent en France. Les fichiers des personnes que vous recrutez en France, ils restent en France ou ils vont en Angleterre? Non, tout est géré en Angleterre en fait. La base de données est en Angleterre. C'est là en fait toute la question qu'on a. Donc pour l'instant. Enfin, l'Angleterre, même si elle est sortie du Brexit, elle a montré qu'elle appliquait le règlement général de la protection des données et elle a pris des sanctions sur Carphone qu'elle a condamné à 400 000 pounds. Donc, donc là-dessus, vous avez un. Il faudra quand même. Moi, à mon avis, il faudra quand même. Vous êtes sur c'est un des secteurs qui est toujours contrôlé. C'est ça. Le recrutement, c'est sans arrêt. Il y a des délibérations et chaque année, il y a des condamnations. Donc, il faudrait quand même avoir un registre. D'accord. En plus, il est facile avec 4 salariés, puis après tous les fichiers. Garantir que en fait, les feuilles de recrutement, il y a bien les destructions, vous respectez bien ces règles, parce qu'en Angleterre, ce n'est pas les mêmes. Enfin, non, justement. Donc, il faut le faire. Que vous fassiez attention, que vous informiez bien les gens que les CV qu'ils donnent, ils sont sur des serveurs en Angleterre. Oui. Voilà. Mais bien qu'ils l'ont vu, et que, bon, après, si vous avez une durée de conservation qui va au-delà, pourquoi, etc., c'est toute la question qu'on a. Et désigner un DPO externalisé avec, oui, il faut vous l'externaliser et voilà, il fait des contrôles, il vous présente un budget et puis vous dites oui ou non après. Mais bon, parce qu'avec les sociétés anglaises, si vous voulez, c'est très vite facile de partir et de dire on est en Angleterre. Non, il faut faire attention. Là la CNIL, vous êtes, je sais pas ce que tu en penses. C'est dangereux, quoi. En plus, vous êtes vraiment dans un secteur, le recrutement, il y a chaque année 2, 3, et puis ils prennent des sanctions qui sont... Non, il faut que vous ayez les registres et le DPO pour pas être inquiet. Et qu'on gère ça ici. Ouais. Non, vous gérez que ça, il peut y avoir un DPO groupe, et puis vous pouvez dire que vous relevez de l'autorité de... Alors, il faudra voir si l'autorité de régulation anglaise est compétente, mais vous pouvez la mettre en Irlande. Oui, bonjour, je suis bénévole pour un syndicat de détectives privés sur Paris et je voudrais savoir, sans avoir le consentement des personnes suivies, comment peut-on faire voilà. Pour moi, elle est... La Cour de cassation chambre criminelle a considéré qu'un détective qui suit une personne qui n'est pas au courant, c'est déjà le début d'une violence légère. Alors après, si vous voulez... n'existe plus alors.
Non, non, mais voilà, le problème, c'est que justement, il faut expliquer que dans le cadre, alors il y a l'exception de l'intérêt légitime ou de l'exécution d'un contrat. Donc en fait, dans ce cadre-là, je pense qu'il faudra quand même faire une étude d'impact. Je pense qu'il faudra que vous apportiez, mais je pense que les détectives qui présenteront ça, toutes les entreprises iront chez eux. Parce qu'ils seront dans une conformité, ils rassureront tout le monde. Donc c'est un avantage. On a des contrats. Oui, mais il faut faire une étude d'impact, il faut que vous soyez compliance. Et alors j'allais vous dire, voilà, et puis après vous apportez ces garanties et ça devrait passer. L'intérêt n'est pas de supprimer la profession de détective. Non, je sais bien. Quand on voit ce qui se passe en Angleterre quand on est russe, écoutez. Alors oui, mais après il y a le client qui a donné. Mais oui, après. C'est l'intérêt légitime, c'est le cadre juridique et c'est la mission dévolue. Voilà, nous on travaille que là-dessus. On peut travailler que là-dessus. Voilà. Après, c'est de savoir quelles sont les données que vous avez sans l'accord de la personne. Enfin, il y a plein de choses, mais bon. Après, on crypte. C'est voilà. Ben voilà, vous avez trouvé la solution, on crypte. Bah oui, mon ordinateur est crypté. Madame. Dernière question, on enchaîne le sondage. Anne Rabineau, directrice d'un cabinet de conseil, dans le cadre d'une envoi de newsletter dans une activité B2B. Est-ce qu'il faut réobtenir l'accord des gens qui sont dans le fichier alors que depuis des mois et des années ils reçoivent la newsletter et il y a un lien de désinscription? Et pour les prochains, est-ce qu'il faut, enfin d'après ce que j'ai compris, il faut un opt-in, donc, mais pour les anciens. Alors normalement, ce qui se passe aujourd'hui, qui est normalement, vous avez pour une newsletter, si la personne n'a pas cliqué depuis 3 ans sur votre newsletter, c'est pas simplement elle l'a reçu, elle n'a pas cliqué, vous allez devoir à 3 ans l'enlever. Mais vous pouvez profiter maintenant de dire que dans le cas d'une mise à jour, de la nouvelle manière de présenter votre newsletter, etc., bah vous demandez à la personne de manifester en fait son acceptation, et à partir de là, vous avez 3 ans et vous êtes en conformité, vous avez son consentement. De toute manière, il va falloir pouvoir tracer, avoir des dates. Alors soit c'était fait avant, et si jamais c'était collecté ou on ne sait pas d'où ça vient, oui, il faudra, oui, à un moment donné, vous allez avoir des soucis. Puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est important, il faut savoir qu'il y a des class actions qui peuvent être menées et que la personne qui est dans un fichier, au-delà de demander de sortir du fichier, de la portabilité, elle peut demander des dommages et intérêts. Et quand on voit comment les tribunaux jugent les demandes où on a engagé la responsabilité d'Airbnb pour un type qui avait loué un appartement et il n'était pas autorisé par le propriétaire, il y a des questions quand même à se poser.